Au sommaire de votre émission, le constructeur du 4x4 Grenadier, Ineos Automotive, a inauguré sa chaufferie biomasse à Ambach. En service depuis janvier, cet équipement à 15 millions d'euros couvre 80% des besoins énergétiques du site. Il devrait ainsi permettre d'économiser 8800 tonnes de CO2 par an. Week-end commémoratif à Wieswiller, Wolflin et Bliesbruck. Les trois communes ont célébré ensemble leur libération. Parmi les moments marquants, une cérémonie en présence de familles de soldats américains, une exposition sur les combats de l'hiver 44-45 et un bal de la libération. Dans le même temps, Philipsbourg a inauguré une plaque en hommage à ses libérateurs, dont 2 soldats américains. Derald West Hamilton est tombé au combat à l'âge de 23 ans en venant en aide à son frère d'armes George Turner. Ce dernier a lui été salué pour ses actes de bravoure. Quelques heures plus tôt, la commune organisait une randonnée historique sur les traces des combats de l'hiver 1944-45. Au programme explications et lecture de témoignages par des passionnés d'histoire vêtus en tenue d'époque. 9e édition de Fête de l'Allemand au parc de Bliesbruck-Ranheim. L'événement a été marqué par la signature d'une charte pour renforcer les liens entre le collège Lucien Pouget de Rémilly et le lycée Villegrave Gymnasium de Sarrebruck. Journée porte ouverte samedi au lycée Jean de Pange de Sarreguemines. Plusieurs centaines de visiteurs sont venus découvrir les locaux, les équipements et les matières enseignées. Metz accueille la cérémonie du guide Michelin ce lundi. Notre département compte 6 établissements étoilés. Le plus ancien d'entre eux, l'auberge Saint-Walfried de Sarreguemines, arbore cette distinction depuis 48 ans. L'établissement est dirigé par le chef Stéphane Schneider. 15 enfants ont tenté leur chance pour intégrer la section foot du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Ils se sont prêtés à plusieurs exercices physiques et techniques sous les yeux de l'entraîneur senior du FC Sarreguemines. Les 10 jeunes pousses sélectionnés bénéficieront de 4 heures de pratique par semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Mosaïque Cristal. Merci de commencer la semaine en notre compagnie. Je vous le disais dans les titres, Ineos Automotive veut réduire son empreinte carbone. Le fabricant du Grenadier vient d'inaugurer sa chaufferie biomasse à Ambach. Notre équipe a pu s'entretenir avec les responsables de l'entreprise, Philippe Steyer et Lynn Calder, et tester le fameux 4x4. Page spéciale à retrouver en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, retour sur les commémorations du week-end. Main dans la main, Wieswiller, Wolflin et Bliesbruck ont une nouvelle fois célébré leur libération. Les festivités se sont déroulées sur 3 jours avec en point d'orgue dimanche une cérémonie en présence de plusieurs maires de Charente et de 2 familles américaines. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Dix ans après leur première cérémonie collégiale, Wieswiller, Wolflin et Bliesbruck célèbrent à nouveau leur libération ensemble. La journée a débuté avec une messe, puis un hommage devant le monument aux morts de Wieswiller. Après le discours du maire, les enfants ont lu le poème « Liberté » de Paul Éluard. Restons fidèles à la mémoire de ces combattants américains, car nous sommes devenus, grâce à eux, grâce à l'Europe, une nation de paix et de liberté. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Une fois la cérémonie terminée, un convoi d'une vingtaine de véhicules alliés de l'époque a traversé le village pour se rendre à Wolflin. Au cours de ces 8 décennies, à chaque commémoration, l'ambiance était différente. Lors des 30 premières années, ces commémorations se faisaient discrètes, car l'émotion était encore trop vive. Depuis une vingtaine d'années, elles se font plus puissantes, plus symboliques, plus émouvantes. Comment placer ce 40e anniversaire de la Libération dans le contexte actuel? Quel est désormais notre rôle? Une seconde cérémonie a eu lieu devant le monument aux morts de Wolflin. Plusieurs gerbes ont aussi été déposées. Le convoi reprend la route. C'est le club lorrain de véhicules militaires alliés et plusieurs autres passionnés qui se sont déplacés. Sur le chemin, les 3 communes ont placé des portraits de soldats américains.
Et donc aujourd'hui, ce n'est pas simplement se remémorer, parce que les seuls qui peuvent se remémorer, ce sont ceux qui l'ont vécu. Aujourd'hui, c'est transmettre, c'est se souvenir, c'est éduquer autour de nous pour que tout cela ne se reproduise pas dans notre beau pays. Un troisième arrêt a été effectué à la stèle dédiée aux soldats de la 44e division d'infanterie américaine qui ont combattu dans le secteur durant l'hiver 44-45. Joe Smith et sa famille sont venus du Texas. Son père a combattu ici, mais il a pu revenir aux États-Unis. Il est mort à l'âge de 92 ans. I pray that he is in heaven and he looks down today when we honor him and his band of brothers. Donc j'espère qu'il est au paradis et qu'il regarde ce qui se passe actuellement. Together we can always overcome evil, and that's why we are here today, always to be together, brothers and sisters. Ensemble nous pouvons battre le mal et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui tous ensemble. It's very emotional. I feel so close. C'est très émouvant, je me sens si proche du peuple français et ils ont été si gentils. Je ne pense pas que mon père comprenait à quel point il a impacté la vie des gens ici. L'oncle de Michel, venu de New York, a aussi survécu à la guerre. Les Français ont été tellement accueillants, c'est incroyable. Mon père a aussi servi en France durant la Seconde Guerre mondiale. C'est notre deuxième fois ici, au monument. Nous étions venus en 2019. C'est ici que l'hymne américain a retenti. Le convoi a circulé une dernière fois pour l'arrêt final à Biesbruck, devant la stèle des Malgré nous. Que le dicton, il faut savoir se souvenir du passé pour mieux préparer l'avenir, soit une maxime forte et qui inspire tous les dirigeants de la planète afin que l'humanité ne connaisse plus jamais un tel désastre, un tel cataclysme. Après la dernière cérémonie et les dépôts de gerbes, le cortège s'est dirigé vers la salle polyvalente. Après plusieurs discours, il y a eu un moment de partage pour clôturer les cérémonies. À quelques kilomètres de là, la salle polyvalente de Biesbruck s'est transformée en un véritable musée de la Seconde Guerre mondiale. Armes d'époque, matériel militaire américain, maquettes, timbres, dessins et cachets commémoratifs. Au beau milieu de tous ces trésors, une exposition de 25 panneaux créés par l'association Archéoptérix. Elle retrace les événements produits entre décembre 1944 et mars 1945, dont l'opération Nordwind. En voici un aperçu. Donc là, on a par exemple la bataille des fermes, hein, donc c'est surtout vers la fin, hein, au mois de février. Donc on retrouve la ferme de Brandelfin telle qu'elle était à la fin de la guerre. La ferme de Bellevue qui, elle, n'existe plus, hein, donc elle a été complètement détruite suite au combat de 45. À côté, on va se retrouver sur, donc ça c'est un peu avant, hein, sur la stabilisation du front. Donc on va aller du 11 janvier au 14 janvier 1945. Donc c'est vraiment sur la fin. Donc à partir de l'opération Nordwind, voilà. Donc on retrouve des photos de soldats allemands de la 17e, des soldats américains, comme là par exemple on est à Wieswiller, vous voyez, on voit encore le clocher. Hein. Ensuite sinon on peut retrouver d'autres parties sur Arren, sur Gros-Rederchin. Voilà, donc c'est en fait tout le secteur qui va aller de Wieswiller, Biesbruck, Wölflin, et puis dans le côté Gros-Rederchin, Rimelin. Alors les sources principales, c'est les journaux de marche, donc on a retrouvé aux archives à Washington. On a retrouvé aussi des livres que la 44e, la 114e, la 71e avaient édités où on a retrouvé des photos. Et sinon, on a des associations partenaires comme l'association de Hanchambert, Winter Memory, la Chale ou encore le Fort Cassot qui nous soutiennent aussi dans l'exposition. La musique n'a pas été oubliée lors de ce week-end commémoratif. Les 3 communes ont recréé l'ambiance d'un grand bal de la Libération. C'était samedi dernier à la salle polyvalente de Wieswiller. L'événement a attiré les foules, comme l'ont constaté Thibaut Desmerlet et Camille Henriot.
Décidément, ça swing à la salle polyvalente de Wieswiller. La musique jazz est le premier élément indispensable à un bal de la Libération. Des airs joués ici par l'orchestre Take 7. Tout était pensé pour faire revivre l'ambiance et l'ivresse qu'il y a eu au moment de la Libération en 1945. De la décoration de la salle jusqu'au menu à déguster. Même le public a joué le jeu en s'habillant dans les tenues de l'époque. L'événement était organisé par l'Interassociation de Wieswiller en partenariat avec les 3 communes de Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin. La manifestation a connu un franc succès puisque près de 300 personnes sont venues profiter de cette ambiance si particulière, un moment de nostalgie et festif qui a marqué ce week-end de commémoration des 80 ans de la Libération. Retour maintenant sur un moment riche en émotions. Philipsbourg a inauguré une plaque en mémoire aux combattants venus d'outre-Atlantique pour libérer le village. Un hommage tout particulier a été rendu à 2 d'entre eux. Les détails dans ce reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Honoré pour l'éternité. Ce week-end, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Philipsbourg, une plaque commémorative a été inaugurée. Elle rend hommage à l'action des soldats américains et met en évidence l'action de 2 d'entre eux. Daryl West Hamilton, qui a péri ici suite à l'explosion de son char, et elle raconte également le courage de George Benton Turner. Ses actes héroïques, notamment ici à Philipsbourg, lui ont permis d'être décoré de la Medal of Honor par le président Truman. Ces 2 soldats ont été mis à l'honneur en présence de membres de leur famille. Je suis bouleversée. C'est l'un des plus beaux événements de ma vie. Je suis tellement heureuse depuis que je suis ici et les gens de Philipsbourg sont absolument merveilleux. C'est vraiment génial. Pour moi, c'est incroyable d'être ici. L'émotion était légitimement très forte pour elle. Je n'arrive pas à croire que tout cela arrive. J'ai connu cette histoire toute ma vie. L'hôtel où je loge est en face de l'endroit où son char a été touché et détruit et où il est mort juste en face. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait. Ces témoignages, ces présences feront partie des souvenirs que chaque participant retiendra. Beaucoup d'émotions avec ce bel honneur que nous avons eu d'accueillir des familles américaines qui nous ont fait effectivement l'honneur de leur présence. Madame Hamilton, qui n'était pas née, qui était dans le ventre de sa maman lorsque son papa a péri sur le croisement au centre-village et auquel venait en aide un certain George Turner, qui, pour ses actions héroïques à Philipsbourg, a été décoré de la plus haute médaille militaire aux États-Unis par le président Truman en août 1945. La délégation américaine comprenait également la présence de la consul générale des États-Unis en poste à Strasbourg. Elle a rendu hommage à l'action des libérateurs. Les soldats américains ont combattu avec abnégation aux côtés de leurs alliés français. Les écoliers ont lu différents textes, dont la dernière lettre écrite par le soldat Hamilton. Quant à la Chale et aux archives départementales, elle proposait une exposition sur différentes thématiques en lien avec la Seconde Guerre mondiale. On reste à Philipsbourg où samedi après-midi, des curieux ont participé à une randonnée historique organisée par la commune. Ils ont foulé les principaux lieux de combat de l'hiver 1944-45. Les guides des passionnés d'histoire étaient vêtus en tenue d'époque. Emilia Zell était à leur côté. Alors qu'on passe tous les jours aux mêmes endroits, on ne soupçonne pas parfois les événements qui s'y sont déroulés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été fait sur la route de Beach. C'est ça. Donc le génie américain est en train de creuser un fossé dans la route et ils sont en train de mettre des dalles dessus au cas où si les Allemands attaquaient avec des chars, ils peuvent enlever les dalles et donc ça fait un gros fossé. La commune de Philipsbourg avait organisé plusieurs événements durant le week-end pour célébrer les 80 ans de sa libération. Samedi après-midi, la municipalité avait proposé au public une randonnée de découverte des principaux lieux de combat de l'hiver 1944-1945.
Le public a pu profiter des explications de passionnés de l'histoire en tenue d'époque. Donc à Philipsbourg, donc on s'est arrêté devant le restaurant de la gare, anciennement le restaurant de la gare, donc où tout a commencé, où le premier coup de fil est arrivé, donc au PC américain, donc pour leur dire que les avant-postes sont attaqués au niveau de l'étang de Hanau. Donc cette attaque allemande va suivre sur Philipsbourg après. Donc après on est aussi allé vers le carrefour sur la nationale 62, donc carrefour stratégique donc pour les Allemands, donc il fallait absolument le prendre. Et après on leur a aussi montré un peu les différents bâtiments dans Philipsbourg où les Américains avaient mis des postes de secours, voire des postes de commandement. Et après je leur ai aussi un peu expliqué que les arrivées des renforts, surtout le 4 janvier, on a évolué sur l'itinéraire quand on prêtait la compagnie C, donc pour arriver à Philipsbourg le 4 janvier 1945. Chacun a participé à la randonnée pour différentes raisons. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de ce village, parce que bon, j'y ai grandi, et bon, je voulais voir si j'apprenais encore des choses en plus, ce qui a été le cas. Toutes les horreurs qui sont passées à Philipsbourg dans cette guerre, on ne se rend pas compte en fait ce qu'ont vécu tous ces soldats pour nous sauver, que ce soit la rudesse de la bataille, mais aussi le froid. Toutes ces choses qu'ils ont pu vivre ont dû être vraiment très terribles. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à se mettre à leur place et qu'on n'arrive pas à se rendre compte de tout ce qui a pu se passer. Parce que je dois faire un exposé au collège et je me suis inspirée d'un héros de la guerre, George Benton Turner. Outre les explications des faits historiques, de nombreux extraits de témoignages ont été lus. Donc, mon père me décrivait les sons terrifiants des fusées allemandes et des obus d'artillerie au phosphore qui éclataient au sommet des arbres. On ne pouvait pas éteindre le phosphore une fois qu'il atterrissait sur nous. Il se souvenait du bruit étouffé des mortiers lointains et de l'odeur piquante de la cordite. Une langue que vous avez peut-être apprise à l'école. L'allemand était à l'honneur la semaine dernière au parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim. Plus de 4000 élèves ont participé à la 9e édition de Fête de l'Allemand. Parmi les temps forts, un rallye transfrontalier et la signature d'une charte pour renforcer les échanges entre établissements français et allemands. Camille Henriot était sur place. Fête de l'allemand au parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim. Répartis en 8 groupes, ces élèves venus des deux côtés de la frontière ont dû répondre à un questionnaire. Cette fois-ci, l'énigme portait sur la zone d'animation ville romaine. Ce rallye à travers le parc était organisé par les étudiants de l'ISFATES, école franco-allemande à Metz. De quoi motiver ces jeunes collégiens et lycéens à apprendre la langue du voisin. 2 établissements ont participé à cette 9e fête de l'allemand, le collège Lucien Pouguet de Rémilly et le lycée Villegrave Gymnasium de Saarbrück. Cet événement, soutenu par les fonds européens Interreg, a permis de renforcer leurs liens. Et par la signature de cette charte scolaire Sarre-Moselle, ils souhaitent aller plus loin dans cette démarche. Un premier engagement écrit pour plus de rencontres et d'échanges linguistiques à l'avenir et un nouvel exemple de coopération entre établissements scolaires encouragés par le Land de Sarre et le département de la Moselle. On reste sur les bancs de l'école. Le lycée Jean de Panche de Sarreguemines a ouvert ses portes samedi matin aux parents et futurs élèves. Ils sont venus découvrir le site, les matières enseignées et les équipements en étant guidés par des lycéens ambassadeurs. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. On ne pouvait pas les rater. Ces lycéens et lycéennes avec un t-shirt rouge sont les ambassadeurs du lycée Jean de Panche de Sarreguemines. 150 se sont portés volontaires pour porter ce t-shirt et guider les futurs élèves et leurs parents pendant les portes ouvertes. Durant toute une demi-journée, les visiteurs ont pu découvrir les différents bâtiments et équipements. Dans différentes salles de classe, lycéens et professeurs leur ont expliqué les différentes matières, ce qu'ils ont réalisé en cours et leur ont présenté les projets. C'est une occasion pour les anciens élèves de revoir leur établissement. Les 2 BTS, Commerce international et Négociation et digitalisation de la relation client, avaient aussi leur stand. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement. Focus maintenant sur 2 futurs prodiges des fourneaux. À l'auberge Saint-Walfried de Sarreguemines, Gauthier et lui font leur apprentissage aux côtés d'un chef étoilé, Stéphane Schneider. L'un démarre sa première année, l'autre entame la 3e. Tous 2 sont ravis de pouvoir apprendre et exercer un métier qui les passionne dans un établissement de prestige. Marie Vin est allée à leur rencontre.
Ce matin-là, quelques heures avant le service, Gauthier et Louis s'activent derrière les fourneaux. Bon, il est presque. Oui. À seulement 15 ans, Gauthier réalise sa première année d'apprentissage au restaurant. Voilà, comme ça, ça devrait aller tout seul. Hein, là, on est dans la chair. Une immersion intense pour ce jeune homme, passionné de cuisine depuis ses 7 ans. J'aime ça et c'est ce que je veux faire. C'est un honneur et je suis content d'être ici. J'ai plein de choses à apprendre et ça rapporte quelque chose en plus par rapport à mon apprentissage. À ses côtés, Louis, 17 ans, fait sa 3e année d'apprentissage au sein de l'établissement. Lui maîtrise déjà les techniques et prend de plus en plus d'autonomie en cuisine. J'ai un peu plus de responsabilité déjà. C'est un peu plus... ils comptent un peu plus sur moi parce qu'ils m'ont appris pendant plusieurs années. Donc ils savent que maintenant, ce qu'ils m'ont appris, c'est pas en vain et ils peuvent me faire confiance. Donc j'ai une certaine pression des fois. Les 2 apprentis sont aussi camarades en dehors de la cuisine. Tous 2 se soutiennent et s'entraident au quotidien. Quand il y a des trucs que je vais faire en TP en cours, il me prévient à l'avance de ce que c'est. Gauthier, c'est un bon petit jeune, il est gentil. Il pense pas pareil que les autres. Il est plus motivé, je trouve. Des fois, je reviens après 2 semaines sans l'avoir vu. Je lui dis « Oh Gauthier, je t'avais oublié. C'est parce que t'es trop petit. » Sous l'œil attentif de Stéphane Schneider, les 2 jeunes se forment à l'exigence d'un restaurant étoilé. Un apprentissage d'une grande importance pour le chef. Il faut quand même que le métier puisse perdurer. Il faut quand même leur apprendre certaines techniques. Et on est là pour ça, hein, pour les aider à devenir autonomes. On en trouve de moins en moins. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut promouvoir le plus possible aussi l'apprentissage. Il faut essayer de ramener des jeunes dans nos entreprises. Je pense que c'est très important. C'est les futurs cuisiniers de demain. Une formation sur le terrain exigeante mais passionnante, avec un objectif en tête, décrocher leur diplôme et pourquoi pas, un jour, leur première étoile. Les apprentis en art de la cuisine et du service en salle seront sous le feu des projecteurs cette semaine. Le concours du meilleur apprenti de Moselle se déroule mercredi à Sarreguemines. Les 6 apprentis cuisiniers concourront à l'UFA Michel Roth, tandis que les 6 apprentis en salle se départageront au lycée Simon-Lazare. Le palmarès 2025 sera dévoilé dimanche au stade Saint-Symphorien dans le cadre des festivités organisées autour de la cérémonie du guide Michelin qui se tient à Metz cette année. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur Moselle Cristal lundi prochain à partir de 16h. Eux aussi veulent entrer dans la cour des grands. Au stade des Faïenceries, plusieurs dizaines de jeunes footballeurs en herbe se sont prêtés à des tests sportifs pour tenter d'intégrer la section sport-études du collège Jean Jaurès. Reportage de Julie Drouillot et les équipes de Moselle TV. Avec le pied gauche. Balle au pied, les 15 enfants du jour tentent leur chance pour entrer à la section football du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. 14 élèves de CM2 et un élève de 6e qui n'ont qu'un objectif en tête, que leur nom figure sur la fameuse liste. Moi je trouve que j'ai assez de niveau pour passer les tests, pour aller en section. Et je suis juste venue ici pour prendre du plaisir, quoi. Comme ça fait évoluer plus mon niveau et intégrer une autre équipe. Pour m'améliorer au foot et pour changer de club peut-être. Allez Baptiste! Allez Baptiste! Pour les encourager, les proches des footballeurs en herbe ne ratent pas une miette des différents exercices proposés. C'est très important de les suivre et de les soutenir, quitte à pratiquement tous les week-ends on est sur les terrains de foot à gauche, à droite, donc c'est très important pour eux et pour nous aussi. Hein. Ouais, elle est toujours accrochée au foot, quoi. Et donc il faut la supporter. Hein. Parce que c'est leur passion, pour leur montrer qu'on est quand même avec eux et qu'on les laisse pas seuls, quoi. Des exercices qui permettent aux détecteurs d'apprécier les capacités de chacun et pourquoi pas plus tard fournir les équipes de la Nationale 3 de Sarreguemines. Tu pars quand t'es prêt. Nous, le sport-études, c'est basé sur l'aspect technique, tactique et comportemental. Donc on essaye d'apporter ce plus-là en section par rapport à ce qu'on peut trouver en club. Les futurs 10 jeunes pousses de la promotion 2025 bénéficieront de 4 heures de pratique par semaine. Le tout modulé avec les cours pour garantir une scolarité normale.
Non, de toute façon, on fera une moyenne des appréciations. Pour les collèges, ça permet de drainer un petit peu plus d'élèves et de le rendre plus attractif. Par exemple, on va avoir envie de venir à la section et donc on va venir par exemple de plus loin. Là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs élèves qui vont devoir faire des dérogations s'ils sont retenus pour pouvoir venir dans l'établissement du Jean Jaurès. La sélection, un moment difficile par lequel de nombreux enfants passent chaque année. Ça me fait repenser à l'année dernière quand j'ai passé les mêmes tests. Et puis je sais ce que ça leur fait. Ils sont stressés parce qu'ils n'auront pas les résultats tout de suite. Ils les auront dans un mois à peu près. Donc pendant un mois, ça va être un mois de stress et puis c'est que du bonheur après. Encore un peu de suspense donc pour savoir s'ils feront partie, comme Jamie, de la section foot des collégiens de Sarreguemines. Le Sarreguemines FC était lui aussi en quête de succès ce week-end lors de sa rencontre face à Jura-du-Bois. Après 4 victoires consécutives, les faïenciers ont dû se contenter du nul. Pas de changement au classement, le club reste 6e de National 3. Chose promise, chose due, dans un instant, notre dossier consacré à Ineos Automotive. Mais avant cela, jetons un œil à vos prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, nuages et belles éclaircies se partageront le ciel. Côté température, il fera plus doux en matinée avec 6 à 8 degrés et les maximales vont remonter jusqu'à 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Humbert et il fera jour de 6h22 à 18h52. Passez tous une belle journée et à demain! Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un nouveau numéro de Polygone. Déjà plus de 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et plusieurs milliers ont trouvé refuge chez nous en Moselle. 3 d'entre eux, Yulia, Arthur et Natalia, ont accepté de témoigner. À leur côté, 2 associations locales engagées dans l'aide aux réfugiés. C'est à découvrir vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Si sur la route, le grenadier d'Ineos Automotive n'est pas un modèle en matière d'écologie, dans ses usines, le constructeur amorce un virage au vert. L'entreprise s'est lancée dans la construction d'une chaufferie biomasse. En fonction depuis janvier, elle vient tout juste officiellement d'être inaugurée. Reportage sur le site de l'Europol 2 à Ambars de Marie-Morgane Pires. Contrebalancé entre la forte consommation de son grenadier et une usine la plus verte possible. Ineos Automotive vient d'inaugurer sa chaufferie biomasse. Elle est située à l'arrière de ses ateliers de fabrication automobile. Avec une puissance de 8,4 MW, elle permet de couvrir 80% des besoins du site, composé de 230 000 m² de surface bâtie sur un terrain de 82 hectares. Les 20 autres pourcents sont gérés par une chaudière au biogaz. On a une double problématique. La première, c'est qu'on a eu une grosse extension en fait, du site entre 2018 et aujourd'hui. On a quand même rajouté 80 000 m² de surface bâtie. Donc il nous fallait de la capacité supplémentaire de chauffe. Donc ça, c'était l'aspect, on va dire, technique, l'aspect besoin. Et ensuite, dans les choix, on voulait être beaucoup moins dépendant au gaz. Par le passé, on avait des chaudières gaz. Et entre autres, le conflit en Ukraine et la flambée du prix du gaz, on a voulu effectivement être plus indépendant à ce moment-là. Un impact environnemental important, ce nouvel équipement permettrait d'économiser 8 800 tonnes de CO2 chaque année. Le bois nécessaire provient d'un rayon de 100 km autour de l'entreprise située à Ambars, dans le Grand Est et en Allemagne. On a un silo de 1500 m3 qui nous permet d'être autonome à pleine puissance hivernale, on va dire, pendant 5 jours. Ce qui nous couvre la plupart des longs week-ends et ce qui nous permet aussi
de répondre à une éventuelle avarie du transport. Un gros projet qui représente un investissement de 15 millions d'euros pour Ineos Automotive. L'entreprise a bénéficié d'une aide de 5 millions d'euros de l'État. Les travaux ont démarré en avril 2018 pour une mise en fonction en janvier 2025. 15 millions d'euros, c'est un investissement conséquent pour le constructeur automobile implanté à Ambach. Philippe Steyer, président d'Ineos Automotive, nous explique les raisons de ce choix. Alors aujourd'hui, on est déjà neutre en CO2 parce que le gaz qu'on utilise, c'est du gaz vert. Donc en tant que tel, en termes de bilan carbone, on a déjà une neutralité carbone, on a des crédits, en fait on reçoit même des crédits au niveau CO2. Donc là, on rejettera encore moins de CO2, si je peux le dire ainsi. On va encore limiter notre impact à cet endroit-là de l'ordre de 9000 tonnes par an. La biomasse, elle s'inscrit vraiment dans une démarche beaucoup plus globale et aussi dans le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'ADN du site d'intégrer en fait tous les aspects environnementaux. C'est un site industriel au niveau des bâtiments industriels qui déjà il y a 25 ans, en termes d'isolation, en termes de traitement des rejets, était déjà précurseur. Ça a été le premier site automobile en Europe à être neutre en CO2 déjà il y a plus de 15 ans. Donc non, c'est une étape de plus, mais c'est pas un projet isolé. Voilà pour cette interview réalisée par Marie-Morgane Pires. Et puis Lynn Calder, la CEO d'Ineos Automotive, était aussi présente à Ambach pour l'inauguration de ce nouvel équipement. Notre équipe a pu s'entretenir avec elle pour faire le point sur la santé du constructeur automobile et ses ambitions pour cette année. Malgré de nombreuses contraintes dans le secteur l'an dernier, nous avons connu une croissance. Nous démarrons, nous venons d'une petite base. Mais oui, nous affichons plus de 40% de croissance l'année dernière. C'est plutôt satisfaisant. Je dirais que c'est sans doute dû à une détermination pure et simple. Chez Ineos, on n'abandonne pas facilement. On travaille vraiment dur et à chaque fois qu'un obstacle se présente, on se regroupe, on réfléchit à ce qu'il faut faire pour y faire face. On règle le problème, puis un autre surgit et on continue, donc on est toujours là. Oui, on a vraiment bien vendu ces dernières années. Nous sommes maintenant présents dans 50 pays, mais il y a encore énormément de gens dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Ineos Grenadier. Et ma mission cette année, c'est de faire en sorte que sur nos marchés clés, on fasse une vraie percée et qu'on progresse. Donc oui, on va y investir de l'argent, on va passer beaucoup de temps à réfléchir à la meilleure stratégie, parce que ce n'est pas juste une question de budget. Il faut être malin car on ne peut pas rivaliser avec les autres constructeurs automobiles qui ont des centaines de millions à dépenser. Alors on va essayer de dépasser notre poids réel et d'être un petit acteur qui fait beaucoup de bruit. À une extrémité du spectre, il y a les services d'urgence avec une utilisation totalement utilitaire. Comme vous le disiez, il y a aussi beaucoup d'aventuriers qui font du tout-terrain et cette voiture est idéale pour eux, c'est certain, parce qu'elle est conçue pour aller partout. Mais sur beaucoup de nos marchés aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens qui l'utilisent au quotidien. Ils aiment son design, la sensation qu'elle procure et comment ils se sentent au volant. Donc je dirais qu'on a une clientèle assez large. Les États-Unis sont de loin notre plus gros marché. On fabrique ici, en France, donc s'il y a des droits de douane sur les produits français aux États-Unis, ce sera compliqué. Pas impossible, mais difficile. J'espère malgré tout que l'Europe et les États-Unis pourront s'asseoir ensemble, boire une tasse de thé et trouver un accord, car il y a un compromis possible. Il y a une inégalité dans les tarifs à mon avis. Ils devraient pouvoir s'entendre et cela aiderait vraiment les petites marques comme la nôtre à ne pas être prises dans des enjeux géopolitiques qui nous dépassent. La Chine et les autres marchés dans lesquels nous sommes entrés l'année dernière, ce n'est pas pour contrer les tarifs de Trump. C'est évidemment un sujet plus récent, alors que notre lancement en Chine remonte à l'an dernier. L'idée, c'est plutôt d'identifier nos marchés potentiels. Nous avons d'abord lancé en Europe, en Australie et en Afrique des marchés importants pour nous. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis, le Moyen-Orient et la Chine sont aussi de très gros marchés. Donc on suit simplement la demande en essayant de développer notre activité. On referme cette page consacrée à Ineos Automotive avec un test grandeur nature. Notre journaliste Marie-Morgane Pires a pris le volant du 4x4 Grenadier sur le circuit du Steinbourg. Et vous allez voir que la conduite de ce mastodonte n'est pas aussi aisée qu'on pourrait le penser. À mon tour maintenant de tester le Grenadier. C'est la première fois que je vais mettre au volant de cette voiture. On va voir ce que ça donne ensemble. Alors déjà, c'est très haut. Hop.
Là, on est sur un circuit qui permet de montrer clairement les capacités de la voiture, ses spécificités, quoi. Ça permet de montrer les spécificités de la voiture et également de pouvoir tester les différentes fonctionnalités. Pour tout ce qui est blocage de différentiel, activer, désactiver, les aides à la descente et les autres paramètres qu'on a sur la voiture. Oui, ça c'est clairement avec une voiture normale, là on passe pas quoi. Après c'est pas vraiment du franchissement, mais c'est des zones que tu peux retrouver quand tu es en sous-bois ou en forêt également. Après là c'est un petit peu poussé plus à l'extrême de manière à pouvoir effectivement tester la voiture. On va longer un petit peu la partie de terre. L'herbe. Faut que j'accélère un peu pour pas forcément mettre complètement à l'arrêt, repartir. Comme on a 4 roues qui ont toujours une adhérence sur le sol, on va pas risquer de déraper ou autre. Le terrain est très sec aujourd'hui, donc là on aura toujours la motricité qu'il faudra. On va complètement à gauche, à fond. Et ça passe. Ça passe? Ça passe. Tu peux même entraîner un petit peu. Oula. Ouais, ça passe. Tu peux y aller. Donc là effectivement tu vois rien, tout droit, t'inquiète pas. Ton volant droit, tu vois par rapport à l'angle que tu as là, tu pousses à droite, très bien, et tu descends droit. Donc là maintenant ce qu'on va faire, comme on est en haut de la côte, on va demander une assistance au véhicule. Ça s'appelle chez nous le HDC, Hill Descent Control, qui est ici. Donc si j'appuie dessus, donc là il s'est activé, je le vois également ici au tableau, et il sera en activité à partir du moment où il commence à clignoter. Pour qu'il clignote, la voiture, il faut qu'elle détecte un certain angle. D'accord. De descente, ça marche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. En descente, ça veut dire que c'est la voiture qui va gérer elle-même la descente et la vitesse de ton véhicule. Donc si une roue est amenée à se bloquer, il va relâcher la pression sur la roue là pour mettre plus de pression sur une autre roue. Toi, ce que tu vas faire, tu vas enlever le pied entièrement du frein et entièrement de la pédale d'accélérateur. Donc c'est la descente, c'est le véhicule qui va... Tu enlèves tout. Ah ouais? Ah ouais. Tu mets juste les mains sur le volant, c'est toi qui... Oh, il faut enlève tout. Tu lâches tout au niveau des pieds et tu gardes juste les mains sur le volant. C'est tout ce que tu fais. Tu lâches tout, voilà. Donc là maintenant c'est lui qui gère. Donc c'est lui qui freine pour toi. Et qui fait en sorte qu'aucune roue ne se bloque. Donc toi tu n'as plus que besoin de gérer la direction de la voiture pour l'emmener là où toi tu veux aller. Au final ça se roule plutôt bien, comme je disais, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué. Vu le gabarit aussi. Ici, ce qui peut être intéressant, tu te mets droit avec le volant, tu mets juste le volant droit, si tu veux, comme ça. Voilà. Donc ici, en fin de compte, c'est la voiture qui va travailler. Donc tu as tout le châssis, les amortisseurs, donc ils vont faire travailler le véhicule. Et toi, avec ton volant, tu restes simplement droit. Et ton véhicule, il suit toujours, en fait, la ligne directrice que toi, tu lui donnes. Parce que la seule influence que tu peux avoir sur la voiture, c'est tes roues à l'avant. Tu diriges la voiture, donc à partir du moment où celle-ci, elle reste droite, la voiture, elle continuera d'aller droit. Ok. Ça passe. Non, stop, tu t'arrêtes. Maintenant, moi, je m'installe à l'arrière en tant que passagère et je laisse le volant au pilote pro.